à tous et à toutes. Je suis ravie de vous voir en visio. Moi, je m'appelle Leïla. Je suis la coordination de projet de Microfolie pour la région Grand Est. Et c'est moi qui accompagne les projets de Microfolie dans leur développement et tout au long de leur vie. Voilà. Et je fais ça avec Anaïs. J'enchaîne du coup. Donc, moi, je suis Anaïs Guédon, conseillère action culturelle et territoriale à la DRAC. Je suis basée sur le site de Metz et je suis également référente des microfolies au niveau régional. Et effectivement, je travaille main dans la main avec Leïla côté Villette et avec le SGAR côté préfecture de région pour la mise en œuvre des microfolies. Et du coup, Louise, c'est vrai que je t'ai un peu présentée à ta place, je suis désolée. Ouais, bah, j'ai pas grand-chose à dire de plus. Donc, Louise Voreux, je travaille à la Fabrique des Possibles, qui est un tiers-lieu numérique à Vendôme-les-Nancy. Et donc, on travaille régulièrement avec Jordan Barrero, qui est médiateur de la microfolie de la ville de Vendôme et qui donc ne peut pas être là aujourd'hui. Et puis moi, moi du coup, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Priscilla, je travaille au réseau des tiers-lieux en Grand Est et je suis chargée de communication et mobilisation. Donc c'est moi qui suis en charge de la programmation des webinaires et des rencontres du réseau. Voilà, donc c'est pour ça que c'est moi qui anime aujourd'hui aussi. Euh, Vous pouvez poser vos questions, bien sûr, comme d'habitude dans le chat. On essaiera d'y répondre soit après les présentations, soit en même temps, comme vous le sentez. Et, euh, et j'ai bien noté celles que vous avez envoyées de toute façon dans les formulaires d'inscription, donc je les ai sous les yeux. Et puis du coup, je laisse la parole à Laïla qui va vous présenter le dispositif plus en détail. Oui, merci beaucoup. Est-ce que parmi vous, il y en a qui ne connaissent pas du tout le dispositif Microfolie? J'ai vu que dans les présents, il y en avait qui ne connaissaient pas du tout. J'ai vu qu'une majorité connaissait. Que si vous connaissez tous et toutes, je ne m'attarderai pas trop longtemps sur, euh, sur le dispositif. Hop. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Oui, super. Alors, hop. Euh, Hop là. Donc, j'ai fait un petit programme, mais très rapide, sachant que vous pouvez m'interrompre si vous avez des questions. Surtout, vous n'hésitez pas. Euh, Petit rappel sur le concept de microfolie. Alors, ça, c'est un petit peu pour la culture générale, j'ai envie de dire. On ne sait pas toujours ce que ça veut dire folie, enfin pourquoi microfolie. En fait, c'est un hommage à Bernard Tchoumi, qui est un architecte franco-suisse qui a fait les folies dans le parc. C'est ces espèces de structures métalliques rouges qu'il a construites. Et il a voulu ça comme des espaces et des lieux d'échange sur le parc de la Villette. Donc, c'est en hommage à ces constructions très cubiques et qui s'empilent et qui se démontent et se remontent facilement et qui prennent des formes différentes, d'où le terme de microfolie. Voilà. Et d'où ce fameux rouge que vous voyez partout. Voilà. Côté, j'ai envie de dire, idée derrière le projet, il y a vraiment trois grandes ambitions au projet Microfolie qui sont à savoir une animation territoriale en créant des lieux de vie qui sont à la fois accessibles mais qui sont aussi adaptés et qui correspondent à ce dont vous avez besoin dans les territoires. C'est des projets qui sont, vous le verrez, modulables et adaptables à chacun des territoires et à chacun des lieux dans lesquels vous êtes. C'est vraiment l'objectif, c'est pas de parachuter un dispositif, c'est de s'adapter à vos besoins, vos envies et comment vous avez envie de créer ce lieu et cette microfolie. Ensuite, il y a aussi un objectif de réduction des inégalités géographiques en offrant l'accès à ce que on appelle dans le jargon des trésors nationaux et internationaux. Ça permet à la fois de numériser du contenu, mais aussi de les rendre accessibles dans des lieux où, on le sait, il y a parfois des difficultés de transport ou des difficultés légitimes à pousser la porte d'un musée. Ça n'aura pas vocation à remplacer un musée, par contre, ça permet vraiment de faire un premier pas et d'essayer de lever le plus de barrières possible. Et enfin, on a à cœur de créer un réseau pour mutualiser à la fois des moyens, mais aussi mutualiser des soutiens à des artistes et des soutiens à ce que vous faites déjà. Donc, il y a vraiment cette création et cette intégration dans un réseau qu'on veut de plus en plus grand. Côté composition microfolie, pour ceux qui ne savent pas, il y a une chose qui est commune à toutes les microfolies, et ça ne changera pas, c'est ce fameux musée numérique.
qui est en fait un grand écran qui entre en interaction avec des tablettes numériques. Pas forcément besoin d'Internet pour utiliser ce musée numérique. Si vous avez des questions, on pourra y revenir, mais en fait, vous pouvez déjà télécharger ce que vous voulez montrer, donc ça peut s'utiliser sans Internet. On le sait, il y a des communes où c'est pas toujours évident d'être branché sur Internet, encore plus quand vous êtes en itinérance. Donc, pas forcément Internet nécessaire lors de votre médiation. Je vous ai mis quelques chiffres un peu rapides. Aujourd'hui, on est à 15 collections. On classe ces œuvres par ce qu'on appelle des collections pour éviter de vous donner tout ce contenu sans aucun lien. Aujourd'hui, on est à plus de 4500 œuvres quand même dans le musée numérique, donc c'est bien si c'est classé. Et donc 15 collections. Sachant que Anaïs vous en parlera, celle de Grand Est arrive très très prochainement. Et ensuite, trois modes d'utilisation de ce musée numérique, soit le mode visiteur libre, le mode conférencier ou le mode sélection. Le mode visiteur libre, c'est assez simple. Vous lancez une playlist d'œuvres. Ce sont des petits films qui sont réalisés par la Villette qui durent entre 15 et 20 minutes, qui oscillent entre 60 et 90 œuvres par film. Ça défile, vous lancez, et les gens entrent en interaction avec les tablettes quand ils aiment une œuvre qui passe sur le grand écran. Ils cliquent sur le petit cœur sur la tablette, à la façon un peu réseaux sociaux. C'est un produit de son temps. Et il va avoir des informations sur sa tablette qui sont propres à cette œuvre-là. C'est-à-dire que si moi je veux voir par exemple La liberté guidant le peuple, mais que mon voisin veut voir l'œuvre d'après, ça sera possible. Donc vous avez à la fois des cartels avec des informations sur l'artiste, les dimensions, les techniques utilisées. Il y a également des œuvres complémentaires et des petits jeux pour tout le monde. Alors celui qui marche très bien, c'est le puzzle et le jeu du taquin aussi. Voilà, c'est vraiment les jeux qui fonctionnent le plus. Ou alors le mode conférencier, où là, vous préparez votre playlist chez vous pour votre médiation. Vous choisissez au travers des 4500 œuvres du musée, vous choisissez les œuvres que vous souhaitez et vous faites ensuite votre médiation devant votre groupe. Vous avez une tablette maîtresse qui vous permet à la fois de contrôler le grand écran et les tablettes de votre public. Très utile lorsque vous avez des enfants qui ne sont pas très attentifs, on peut couper les tablettes. Voilà. Et le mode sélection, c'est un petit peu un mode entre le mode conférencier et le mode libre, à savoir, vous pouvez créer votre playlist depuis chez vous et ensuite la lancer en mode libre pour que tout le monde ait accès. Mais ça vous permet de ne pas utiliser les films de la Villette et plutôt de travailler sur des thématiques que vous aurez choisies en fonction de, par exemple, des cycles de programmation que vous avez chez vous. À ce musée numérique s'ajoute tout un tas de modules complémentaires. Je ne vous ai pas mis la liste exhaustive parce qu'elles sont très différentes selon les lieux dans lesquels vous allez vous trouver. Mais sachez que ceux qui reviennent très souvent, ce sont la réalité virtuelle avec les casques de VR et notamment le Fab Lab et la ludothèque. C'est vraiment les trois modules qui reviennent le plus souvent, mais vous voyez, on peut avoir plein de choses. On peut avoir du coworking. Si c'est implanté dans un centre culturel, n'hésitez pas à utiliser l'espace scénique aussi. Enfin bon, il y a tout un tas de choses qui peuvent se faire. Et comme je l'ai dit, c'est très, très modulable et très, très adaptable. Côté implantation, deux options. Soit vous l'implantez dans un lieu fixe qui existe ou qui n'existe pas, au choix. Soit vous implantez la microfolie dans un programme neuf où vous prévoyez une salle de projection pour la microfolie. Soit vous l'implantez dans une structure déjà existante, ce qui risque d'être quand même surtout votre cas si vous avez envie d'acquérir ce dispositif, c'est d'ajouter la microfolie au sein du tiers-lieu ou à côté du Fab Lab. Ça va être l'occasion à la fois de moduler votre espace et d'enrichir l'espace avec un nouveau dispositif culturel, mais aussi de bien le raccorder à votre espace. Ça va permettre aussi d'être identifiable facilement par les publics que vous connaissez déjà. On pourra y revenir. Ou alors, option itinérante, je vous ai mis des images ici. Je suis désolée pour la pixelisation, je viens de voir que c'est très très mal écrit, mais en fait, la microfolie va se présenter sous forme de flycase qui sont au nombre de 3 pour le musée numérique et après un flycase par module supplémentaire si vous le souhaitez. Typiquement la ludothèque ou le Fab Lab, vous pouvez rajouter autant de flycases que vous voulez. Ce sont des boîtes qui sont sur roulettes, donc ça permet de se déplacer facilement et efficacement.
Ça reste des malles quand même un peu lourdes, hein. C'est très pratique d'avoir des roulettes, mais ça se déplace facilement tout seul. Je vous ai mis une photo de comment ça pouvait rendre lorsque c'est déployé en itinérance, sachant que vous avez un écran rétractable. Donc, tout tient dans ces malles, voilà. Tout rentre dedans, que ce soit les tablettes, les enceintes, les ordinateurs, le vidéoprojecteur, le son, le système de branchement. Il n'y a aucun souci. Ce qui ne rentre pas dedans, c'est l'écran rétractable que vous allez prendre à la main. Voilà. Mais sinon, tout est conçu pour être dans ces trois cases-là. Voilà pour les implantations et pour le dispositif en lui-même. S'il y a des questions, n'hésitez pas avant qu'on continue, parce que parfois ça suscite des questions, ce dispositif. Moi, j'en ai peut-être une. À quoi ça ressemble ces modules complémentaires en fait? Parce que c'est un peu flou, j'avoue. Mm, Parce qu'on utilise Coworking, Fab Lab, mais est-ce que du coup ça s'imbrique dans le Fab Lab existant ou il y a de nouveaux complètement. équipements? Oui, alors en fait, complètement, ça peut s'imbriquer dans les Fab Labs déjà existants, auquel cas vous aurez déjà le module complémentaire Fab Lab et ça serait plutôt la microfolie qui viendrait en complément. Mais ça peut s'intégrer avec le matériel que vous avez déjà. Et ensuite, lorsque vous allez acheter le matériel, vous pouvez compter, par exemple, dans votre Fab Lab, si vous voulez rajouter une imprimante 3D, vous pouvez largement rajouter cette imprimante dans votre budget prévisionnel pour ensuite demander vos subventions. Mais ça peut, je dis imprimante 3D, ça peut être découpeuse laser, ça peut être machine à coudre 3D, enfin, ça peut être tout un tas de choses. Et il faut pas hésiter à en rajouter. Le module ludothèque, c'est vraiment des jeux de société assez classiques. Mais là, pareil, c'est des acquisitions que vous allez faire vous. Donc, quand vous allez acquérir le module ludothèque, comptez bien votre budget achat de jeux de société ou alors renouvellement de jeux de société pour votre ludothèque pour ensuite les mettre dans la microfolie en question. J'avais une question aussi. Oui. Est-ce qu'on peut imaginer une microfolie fixe et une mobile sur un même lieu? Ce que je veux dire, c'est que typiquement dans un territoire rural, imaginez un lieu où on peut avoir la microfolie en permanence et de pouvoir aller dans les villages autour avec la même structure. C'est complètement possible. Ça existe déjà en Grand Est, pour être très honnête. Il y en a une à la filature de Mulhouse, où D'accord. il y en a une fixe tout le temps au sein de la scène nationale et une mobile. Et je sais que Wissembourg aussi, dans son centre culturel, en a une fixe et a acquis un dispositif mobile justement pour se déplacer dans les lieux alentours et d'en avoir une en permanence chez eux. Donc c'est complètement possible. Il faut prévoir un petit peu plus de budget, mais, mais oui, c'est possible, complètement. Ça marche. Ok. Alors, si tout est ok pour vous, côté animation de réseau, sachez que la Villette met à disposition des outils pédagogiques et des outils de médiation pour pas vous laisser trop tout seul vis-à-vis de ces œuvres numériques. L'objectif, c'est pas de vous lancer un dispositif avec plein d'œuvres et de vous dire bah, maintenant débrouillez-vous. On essaye de faire un maximum de proposer un maximum d'outils pour pouvoir faciliter les médiations et les prises de poste notamment. Je vous ai mis quelques exemples ici. On pourra y revenir, mais on essaye de faire en tout cas des formats assez différents. On a des partenariats notamment avec la Fondation Orange qui permettent de mettre l'accent sur une thématique autour d'ateliers pédagogiques. On essaye de faire le plus de parcours pédagogiques, des fiches d'activité, des livrets de jeux. On a mis en place un système de ce qu'on appelle Objectif Collection. Donc ça, c'est des courtes vidéos qui sont faites par notre pôle programmation qui mettent en avant une dizaine d'œuvres dans la collection en les recontextualisant et en expliquant un petit peu d'histoire de l'art qui va avec. Ça permet de faire des premières bases de travail pour éviter de tout avoir à penser depuis le tout départ. On essaye de faciliter au plus.
On a aussi tout un panel de formations. Je m'étale pas trop, mais sachez que on essaye de faire des rendez-vous en type webinaire très régulièrement, que ce soit pour des thématiques, des retours d'expérience ou encore des formations. On essaye d'en faire le plus régulièrement possible, déjà pour créer une dynamique de réseau, parce que vous êtes nombreux et nombreuses maintenant. Des microfolies, il y en a environ 500 aujourd'hui en France et dans le monde. Donc, on essaye de créer un réseau, mais on ne peut pas se voir, se voir tout le temps en vrai. Donc, on fait tout un tas de choses. Et quand il y a la prise de poste, lorsque vous avez acquis le matériel microfolie, sachez que la prise en main du matériel peut se faire soit en présentiel directement à la Villette, soit en distanciel. Ce sont des formations qui sont gratuites. C'est des formations qui arrivent avec le package du Microfolie. Lorsque vous rentrez dans le réseau, vous avez accès à une formation pour le matériel et des formations à la médiation, j'ai envie de dire, réalisées par la Villette et par ma collègue des formations. Et ensuite, en Grand Est, tous les ans, on organise ce qu'on appelle des rencontres du réseau. C'est des rencontres qui sont soit interdépartementales, soit régionales. Il y a les deux formats. L'année prochaine, il y aura les deux formats, je vous l'annonce. Pour d'abord se voir en vrai, parce on crée des réseaux régionaux, mais c'est important pour vous que vous puissiez vous voir et échanger sur sur des problématiques et des choses que vous avez en commun en vous voyant, parce que la région Grand Est, c'est très grand. Vous allez faire, vous n'allez pas pouvoir toujours vous voir, donc on essaye d'organiser ça au mieux. Je vous ai mis les quelques objectifs, quelques photos des rencontres interdépartementales qui ont eu lieu du coup en 2024 pour rassembler les microfolies. Voilà, l'objectif, c'est vraiment de travailler ensemble et d'échanger sur les bonnes pratiques et sur vos difficultés et voilà, de favoriser l'intelligence collective. Côté communication, je ne m'attarde pas particulièrement dessus, mais sachez que on a une équipe communication à la Villette qui est dédiée aux microfolies. Elle s'occupe uniquement de la communication microfolie. Si vous avez des demandes spécifiques, surtout, il ne faut pas hésiter à leur envoyer un mail. Elles pourront vous répondre très très largement. Je vous ai mis quelques outils qu'on avait au sein de la Villette notamment pour lancer la microfolie et puis pour en tout cas la situer pour vos publics et situer ce nouveau dispositif. Pas hésiter à taguer mes collègues sur les réseaux sociaux, elles vous repostent très très facilement. Donc surtout ne pas hésiter à les contacter. On arrive à la partie plutôt technique et plutôt financement. Est-ce que avant ça, il y a des questions sur l'animation de réseau, sur la communication, avant d'entamer vraiment le pratico-pratique? Ou c'est hyper clair? Ou peut être hyper clair? Ça me ferait très plaisir. Ok, bon. Alors, on continue sur le financement. Le dispositif Microfolie, comme je vous l'ai dit, c'est un dispositif qui s'achète. Donc, il va falloir prévoir un budget pour acheter ce matériel. Sachez que le budget d'une microfolie, c'est très variable en fonction de ce que vous allez acquérir et de ce que vous voulez acquérir. C'est très important. En gros, comptez 3 postes de dépenses importants pour une microfolie. D'abord, l'investissement matériel, c'est assez évident. Je vous ai mis une fourchette entre 40 et 60 000 euros TTC, mais en vrai, c'est vraiment très très variable en fonction du dispositif que vous voulez avoir, d'autant plus dans les Fab Labs où vous avez souvent du matériel informatique qui est déjà présent, auquel cas, ça ne sert à rien d'en racheter. Nous, on propose aussi de voir avec nos techniciens du support technique pour voir si votre matériel est compatible ou non avec l'application Microfolie. S'il est compatible, vous pouvez l'utiliser. Vous n'êtes pas obligé de le compter dans votre... Enfin, ne le comptez pas dans le budget où vous allez racheter du matériel. Prévoyez du coup cet argent pour acheter peut-être d'autres choses. Donc, je vous ai mis une fourchette vraiment entre 40 et 60 000 euros. C'est vraiment très, très variable. Sachant que pour l'élaboration du budget, n'hésitez pas à recontacter la Villette, moi en l'occurrence, mais avec Anaïs, on est aussi là pour essayer de vous accompagner au mieux pour l'élaboration de ce budget et pour l'élaboration de votre dossier pour les demandes de subvention.
Deuxième poste de dépense important, ça va être le salaire d'un médiateur ou d'une médiatrice. C'est vraiment un budget fonctionnement. Sachez que le SGAR, la Villette et la DRAC, on est particulièrement attentif sur ce budget RH, j'ai envie de dire. Une microfolie, c'est un super outil. Par contre, vous avez besoin d'avoir quelqu'un dédié à la microfolie. Le minimum syndical, c'est 40% du temps dédié sur une fiche de poste. Dans la réalité, c'est bien d'avoir un ETP à temps plein sur une microfolie. Voilà, c'est un vrai budget, on est vraiment attentif parce que c'est hyper important pour vous d'avoir du bon matériel, mais aussi de pouvoir l'utiliser correctement et pas qu'il prenne la poussière dans un placard. Ça serait dommage. Et enfin, troisième poste de dépense, c'est une adhésion annuelle au réseau Microfolie. Elle est de 1 000 euros par an. Elle est payée à partir de l'année N+1. La première année est prise en charge par la Villette et le ministère de la Culture. Ces 1 000 euros, pour être complètement transparente, ça sert surtout à l'acquisition de droits pour les œuvres dans le musée numérique, puisque les droits d'auteur, c'est pas gratuit. On aimerait beaucoup, mais non. Donc il y a cette adhésion annuelle qui sert vraiment uniquement à payer les droits d'auteur et de diffusion au sein du Microfolie. Parce que dès que les œuvres sont dans le musée numérique, vous ne posez pas la question des droits de diffusion, ça a été négocié en amont. Et c'est la Villette qui s'occupe des négociations de droits. Donc si c'est dans le musée numérique, vous pouvez l'utiliser dans le cadre de la Microfolie sans aucun souci. Et on parlait des subventions. Je vous ai fait un petit point sur l'appel à projet de 2024 qui est en cours. D'ailleurs, on dit appel à projet, mais ce n'est pas réellement un appel à projet cette année. C'est plutôt des crédits qui ont été mis de côté uniquement pour les microfolies. Donc ça ne fonctionne pas comme un appel à projet à proprement parler, mais c'est le même principe. Vous allez déposer un dossier sur démarche simplifiée en prévenant à la fois la DRAC, la Villette et votre préfecture de département et ou de région. Tout le monde, comme ça, tout le monde est dans la boucle. C'est vraiment des crédits qui sont dédiés à l'achat de matériel. C'est uniquement du crédit enfin, voilà, des crédits pour l'investissement matériel. Ça ne sera pas pour votre fonctionnement RH. Je tiens à le préciser, c'est vraiment pour de l'investissement. Cette année, on a défini des départements prioritaires en termes de maillage territorial, qui sont les Ardennes, la Marne, la Haute-Marne, la Meuse et les Vosges. Mais par contre, ça ne veut pas dire que si vous êtes en Alsace, en Moselle ou en Meurthe-et-Moselle, vous n'avez pas le droit de postuler. Vous pourrez, par contre, ça veut dire que c'est soumis à la priorité, enfin en tout cas à la priorisation des départements. Donc c'est que s'il reste des crédits, il y en aura. Mais ça ne veut pas dire que vous n'avez pas le droit de postuler. Ne vous privez pas. Et voilà, je vous ai mis la date limite de dépôt, c'est le 22 septembre 2024 à minuit. Ça, c'est vraiment pour, j'ai envie de dire, les crédits FNADT, donc les crédits préfecture. Il y a aussi tout un autre, enfin tout un tas en tout cas de subventions publiques auxquelles vous pouvez prétendre. Ça sera après du cas par cas. C'est pour ça qu'il faudra prendre contact avec la Villette et avec la DRAC pour qu'on puisse voir ensemble quel type de financement vous pouvez demander au cas par cas. Le FNADT, c'est vraiment pour tout le monde. Et puis après, je vous ai mis un petit récap sur les grandes étapes administratives, mais je ne m'étale pas dessus. De toute façon, je transmettrai le PowerPoint à Priscilla pour que vous l'ayez et que vous ayez notamment mes contacts pour le suivi de projet si ça vous intéresse. Voilà, il y a quelques grandes étapes administratives, rien de, j'ai envie de dire, de farfelu ni d'insurmontable, loin de là. Ça reste du suivi de projet assez classique et toujours accompagné. Voilà, et personnalisé. Pour J'ai une finir, petite, j'ai- oui, dites-moi. c'est Didier Oui, là. J'ai une petite question dans les financements. oui. Est-ce qu'on peut établir une moyenne de pourcentage financé sur la demande exprimée ou est-ce que c'est vraiment très variable? Alors, c'est assez variable, mais sachez que vous pouvez être subventionné sur ce dispositif jusqu'à hauteur de 80% D'accord, en cumulant les financements. Ça sera 80% maximum, mais d'accord. ça va jusqu'à 80%. Ok, merci. Mm. Pas de souci, je vous en prie. Je n'avais pas précisé, mais c'est vrai. Non, non, mais Leïla, je veux bien Oui, juste compléter oui, par rapport à la partie vas-y. finance.
On nous pose beaucoup la question, donc je le reprécise, qu'il n'y a pas de possibilité d'aide au poste du côté de la DRAC. Donc, je réinsiste à la suite de Leila, effectivement, sur l'importance de prévoir des financements pour le poste, puisque ni la DRAC, ni la préfecture, ni la Villette ne viendront financer cette partie RH. Voilà, je préfère le redire parce que souvent, on nous pose la question par la suite et il faut bien l'avoir en tête. Mm. J'ai une autre Oui. petite question. Dans les tiers, moi, je suis président d'un tiers-lieu dans la Marne, à Ambonnay, là, et Mm. c'est vrai qu'on est en train de regarder pour un conseiller numérique. Mm. Est-ce que vous avez l'expérience de gens qui s'occupent effectivement à 40% de ce dispositif dans le cadre d'un poste de conseiller numérique ou pas du tout? C'est une question très ouverte. S'il y a conseiller numérique, souvent, il vient en appui. C'est-à-dire D'accord, qu'il d'accord. viendra en plus de votre TP vraiment dédié. C'est Mm, toujours bien d'avoir un conseiller numérique, mm, 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 mm. c'est toujours un plus. Mais souvent, ça vient quand même D'accord. largement en coordination plutôt. Mm, mm. Ok, Mm. merci. Pas de souci. Hop. Et je vous ai mis une petite carte de déploiement qui est à peine à jour. Je m'en rends compte quand je vous la montre parce que il y en a quelques-unes qui ont ouvert depuis. Aujourd'hui, on est à. Alors, il y a écrit 50 microfolies ouvertes. Alors en fait, c'est 51 parce qu'il y en a une de plus dans le Haut-Rhin. Donc voilà, dans le Haut-Rhin, elles sont 6. Voilà, ça vous permet de voir les microfolies qu'il y a pas très loin de chez vous. Nous, enfin, on recommande d'aller en voir en vrai pour voir comment ça rend, pour voir comment ça s'adapte et comment ça fonctionne. Donc, il faut surtout pas hésiter à aller en visiter. Si vous avez besoin des contacts des médiateurs ou des médiatrices, n'hésitez pas à passer par la Villette pour qu'on puisse en discuter d'abord ensemble de votre projet et ensuite qu'on puisse vous recommander des microfolies soit pas très loin de chez vous, soit qui fonctionneraient un peu sur le même principe pour que vous voyez des projets qui correspondent le plus à ce que vous avez envie de faire. Voilà pour la situation en Grand Est. Et je vous laisse mes contacts si jamais ça vous intéresse. Il ne faut surtout pas hésiter. Et je vous transmettrai bien sûr le PowerPoint. Enfin, je le transmettrai à Priscilla qui vous le retransmettra certainement. Et je reste joignable sans aucun souci. Et j'ai tenu dans le temps imparti de 30 minutes. Et du coup, je passe la main à Anaïs qui va vous parler de la collection Grand Est, s'il n'y a pas de questions. Voilà. Excusez-moi. Oui, Oui, bonjour. Nous, on est à Fabrique du Bidule et Charlie, qui est artiste à côté de moi, on était intéressés par les microfolies. On a un petit peu zappé ce qui s'est dit à 14 heures. Par contre, on est un petit peu surpris au niveau des financements. On pensait que c'était un appel à projet, que c'était quelque chose qui… Voilà, là, comme vous nous annoncez, 40 000, 60 000 euros d'investissement. On est un petit peu surpris et on n'a pas compris du tout en fait le principe des microfolies par rapport aux associations. Ça me paraît un énorme budget et le principe était joli. On a été très très intéressés par ce principe de musée itinérant ou musée numérique, mais on mm, n'a pas compris en fait cette histoire d'argent. Si vous pouviez nous oui, il n'y a pas de souci. repréciser quelle Il n'y a est pas de souci. la DRAC, la Villette ne serait pas aidant financièrement. Alors, dans tous les cas, la Villette, elle n'octroie pas de crédit financier. La Villette, elle est là en soutien et en appui de projet. Là où vous allez pouvoir aller demander des financements, ça va être notamment à la préfecture de région. Cette année, en effet, ça ne marche pas par appel à projet. En revanche, il y a bien une enveloppe qui a été mise de côté pour les projets microfolie. Donc, vous allez largement pouvoir enfin créer un budget assez classique de ce que vous avez envie de faire pour votre musée numérique et demander des financements à la préfecture de région ou à là, en l'occurrence, ce sera la préfecture de département parce que ce sera une délégation de crédit. Mais vous pouvez bien sûr demander dans le cadre des fonds FNADT. Autre financement possible. Après, il faudra regarder au cas par cas. Dans le cas d'une association, vous pouvez aussi demander d'autres types de financement qu'on pourra regarder ensemble si vous voulez, parce que ça va être assez différent en fonction des territoires.
Mais il n'y a aucun souci et c'est un dispositif qui peut être subventionné jusqu'à 80% dans l'investissement. Donc en fait, l'investissement ne va pas coûter si cher que ça. C'est plutôt votre budget RH qu'il va falloir vraiment regarder. Et où il va vraiment y avoir un vrai travail au niveau de la médiation et au niveau du personnel attribué à cette microfolie. Donc, effectivement, il faut absolument avoir un salarié à temps plein, hein, c'est ce que j'ai compris, et dont le poste n'est pas financé, hein. C'est bien ça. Le poste, en tout cas, le poste de financement ne pourra pas être financé par la DRAC ou par la préfecture. En revanche, il y a des fonds européens pour le financement enfin, pour le fonctionnement qui sont où vous pouvez en demander. Et après, n'hésitez pas aussi à regarder du côté, euh, du côté des fonds pour la vie associative qui demandent, enfin, en tout cas, qui peuvent subventionner un peu de fonctionnement. Et voir aussi après en fonction des différents financements qu'il peut y avoir chez vous. Je sais que la CAF également subventionne des choses. Au niveau du REAP, Hmm. au niveau du REAP, la CAF, la CAF, Oui, oui, il d'accord. peut y en avoir. Après, à regarder en fonction. Vous êtes dans la Marne, vous Oui, m'avez on est dit. dans la Marne. Il faudrait regarder en détail ce qu'ils peuvent allouer comme fonds, mais en effet, ils en proposent aussi. D'accord. Et vous pourrez nous mettre un petit peu ce que vous venez de dire par écrit là, dans votre. Oui, ça Les, sera. c'est Je peux vous possible. refaire quand je transférerai le diapo, je pourrais Oui, refaire une petite note avec parce qu'il y a ce que vous ici. pouvez demander comme financement si vous voulez. Voilà, c'est Mm. ça. Bien Merci sûr, beaucoup. je vous en prie, il n'y a pas de souci. Est-ce que quelqu'un a une autre question? Après, ça se fait hein, avec des associations. Il y a des associations qui portent les projets Microfolie sans problème, hein. Donc, ça se fait. Ok. Anaïs, je te laisse la main s'il n'y a pas d'autres questions. Et, hop, je vous enverrai tout ça. Je récupère le partage d'écran. Est-ce que c'est bon? Vous voyez mon écran? Super. Donc Oui. moi, je vais être assez rapide. L'idée, c'était de vous faire une petite présentation de la collection régionale Grand Est que vous pourrez retrouver dans les microfolies. Alors, ma question, pardon, hop, juste, j'avance. Voilà, alors juste pour vous rappeler ce qu'est une collection régionale, effectivement, jusqu'à assez récemment, dans les microfolies, vous trouviez plutôt des collections d'œuvres nationales avec un nombre assez important de grands établissements, type le Louvre, la RMN, etc. Et il y a quelques années, il y a eu une proposition de la Villette en lien avec les DRAC de réaliser des collections régionales. Donc, il y en a un certain nombre qui ont déjà éclos, parmi elles les Hauts-de-France, Île-de-France, la Corse, etc. Donc, ces collections qui permettent vraiment de valoriser des œuvres et des monuments d'une région en particulier, mais qui peuvent se retrouver dans les autres microfolies. C'est-à-dire qu'au sein des microfolies du Grand Est, vous retrouvez aussi les collections des autres régions. Donc, ça vient encore une fois enrichir ce fonds déjà assez riche. Alors, en général, la collection régionale est organisée sous la forme de chapitres thématiques avec un nombre d'environ 400-450 œuvres. Vous verrez que nous avons un petit peu explosé le chiffre dans le Grand Est, mais nous sommes une très grande région. Donc, c'est le même principe que le reste des autres collections, avec des œuvres numérisées en très haute définition et puis une notice pédagogique qui l'accompagne pour favoriser eh bien, la transmission et la médiation auprès des publics. Alors, quels sont les objectifs de la collection régionale Grand Est? Eh bien, ils sont multiples. Évidemment, l'objectif premier, c'est de valoriser les œuvres et monuments du Grand Est.
que ce soit à destination des médiateurs que des habitants, mais c'est également un objectif aussi peut-être de resserrer les liens entre les institutions culturelles des territoires et les microfolies, puisque Laila l'a bien dit en introduction, hein, une microfolie, elle ne vient pas remplacer un musée, une bibliothèque ou une scène labellisée, elle vient au contraire en complément et par ce biais, par des œuvres régionales qui y sont présentes, on facilite aussi le lien et la construction de projets à destination des habitants. Alors, comment est-ce qu'on a travaillé sur cette collection régionale? Donc, c'est la DRAC qui était à la manœuvre au départ. Donc, c'est ma collègue conseillère livre et lecture de Champagne-Ardenne qui a suivi ce chantier colossal. Elle a proposé donc la mise en œuvre d'un comité éditorial composé à la fois de conseillers de DRAC et de professionnels de la culture pour bien évidemment représenter les trois interrégions. Alors, je précise tout de suite, même si ça fera peut-être des déçus, mais c'est un ensemble clos, c'est-à-dire qu'une fois que la collection va sortir, et vous verrez qu'elle est déjà très importante. On ne pourra pas venir la modifier ou ajouter d'autres œuvres, puisque voilà, ce travail a déjà pris évidemment beaucoup de mois, voire d'années, pour avoir une collection qui a une logique de cohérence et de représentativité de l'ensemble régional. Alors, comment est-ce qu'on a choisi justement les œuvres? Donc, les partenaires culturels de la région nous ont envoyé un certain nombre de contenus, de propositions, et vous voyez à l'écran un certain nombre de critères partagés à la fois par la DRAC et la Villette. Donc, évidemment, la première, c'est une qualité d'image, hein, pour que ce soit projeté en grand écran. Un critère de représentativité de la région, en quoi est-ce que cette œuvre reflète vraiment l'histoire et la culture régionale. Une diversité également, et puis des images accrocheuses pour aller au-devant des publics et des habitants qui n'ont pas toujours l'habitude d'offres culturelles ou de propositions de médiation. Alors, on en vient plus spécifiquement à cette collection régionale qui, au final, rassemble plus de 70 institutions partenaires. Là aussi, on a un petit peu explosé les chiffres puisque je crois qu'en moyenne, c'est une quarantaine d'institutions partenaires dans les autres collections régionales, donc issues de plus de 36 collectivités réparties sur l'ensemble de la région. Nous avons fait le choix de ne pas nous adresser uniquement aux musées de la région, mais également aux bibliothèques, aux scènes labellisées, aux archives, archéologie, etc., etc., en faisant bien attention d'avoir une juste répartition entre les trois interrégions et de faire le lien, puisque nous sommes une région aux multiples frontières, avec nos collègues du Land de Sarre. Alors, la collection, au final, eh bien, on arrive à plus de 600 œuvres. Donc, cette collection, voilà, je suis ravie de vous préciser qu'elle sortira en octobre de cette année. Donc, autant la DRAC était à la manœuvre pour vraiment la conception et le fond de cette collection, autant le travail est aujourd'hui dans la main de la Villette. Hein, c'est vraiment un travail en duo, puisque là, il y a... Là, le précisait, un gros travail sur les droits de ces œuvres pour que vous puissiez ensuite les utiliser librement, et puis une mise en œuvre technique, évidemment. Donc, comme je le précisais en amont, chaque œuvre est accompagnée d'une notice et d'un texte de présentation aussi de l'institution à travers un catalogue qui est mis à disposition des microfolies. Alors, ces 600 œuvres, elles sont réparties en 10 thématiques. Là aussi, ça fait évidemment l'objet de beaucoup de discussions. Il fallait bien faire un choix. Ces 10 thématiques ont pour objectif de refléter l'ensemble de l'histoire et de la culture régionale. Donc, vous voyez évidemment des éléments assez frappants, les images de livres qui nous font penser aux images d'Épinal, évidemment les cathédrales avec notamment les cathédrales de Reims, Strasbourg et Metz. Le sport, on ne pouvait pas passer à côté, le patrimoine industriel, évidemment, et puis le chapitre 10, Trésor, les étoiles du Grand Est. Là, ce sont un peu les grands chefs-d'œuvre de la région que vous pourrez retrouver.
Donc, je vous ai fait une petite sélection tout à fait aléatoire, mais pour que vous puissiez voilà, vous rendre compte de quelques œuvres dans chaque chapitre. Et vous voyez notamment qu'on a essayé aussi d'avoir une diversité des matières et des supports des œuvres pour évidemment laisser la possibilité la plus large possible par la suite pour les médiateurs et les équipes artistiques qui pourront s'en emparer. Et puis enfin, pour terminer, accompagnant cette collection, il y aura un petit jeu qui s'inspire du timeline que vous connaissez peut-être, hein. L'objectif, c'est un jeu de cartes et l'objectif, c'est de replacer sur la ligne du temps les différentes œuvres de cette collection. Donc, ça permettra d'une manière assez ludique de pouvoir appréhender ces quelques centaines d'œuvres. Voilà, je vous laisse s'il y a des questions. Bah, merci beaucoup. Moi, peut-être la question, c'est comment ça se passe pour avoir cette collection? Est-ce qu'elle sera disponible comme toutes les autres gratuitement ou c'est quelque chose de complémentaire à prendre? Non, Non, essentiel, c'est là. ah, ah. Non, non, c'est disponible une fois que c'est intégré dans le musée numérique, vous y avez accès via le musée numérique si vous choisissez d'acquérir le matériel Microfolie. Et c'est dans le musée, libre de droit pour vous et d'exploitation. Voilà, et ça arrive très très prochainement en octobre. Du coup, donc on est très contents et on a très hâte aussi de vous proposer cette collection. Donc, euh, donc oui, oui, c'est sans moyenne, enfin, sans financement en plus. Enfin, Mm. c'est dans la microfolie. Ok, merci. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question? Oui, j'ai une question par Oui. rapport à la collection. Alors, on a bien compris que ça a pris du temps et que maintenant c'est clos et qu'elle est disponible en octobre. Ma question, c'est de savoir si son exploitation s'inscrit aussi dans le temps. Est-ce qu'il va avoir un renouvellement ou il y a une durée bien précise de son utilisation? Alors, je vais répondre et Laila, tu viendras compléter. Comme je le précisais, c'est déjà une énorme collection avec plus de 600 œuvres, 70 partenaires. C'est un énorme travail. Donc, pour l'instant, l'objectif, c'est pas forcément de venir l'enrichir encore. Et puis, tout simplement aussi parce qu'il y a des questions très techniques. En fait, aujourd'hui, dans la microfolie, et Laila, tu viendras compléter, mais aujourd'hui, dans la microfolie, il y a une quinzaine de collections. À cela vont s'ajouter d'autres collections d'autres régions. Et il y aura tout simplement aussi à un moment une question de stockage, aussi des supports techniques que vous avez. Et on aurait envie évidemment de l'enrichir encore. On pourrait mettre toutes les collections de toutes les institutions du territoire, mais il faut bien faire un choix et s'arrêter à un moment pour pouvoir les exploiter aussi de manière concrète par la suite. Mais sinon, non, il n'y a pas de limite d'exploitation. Une fois que c'est dans la microfolie, ça va pas disparaître. Une fois que c'est intégré dans le musée, c'est là, ad vitam aeternam, j'ai envie de dire. Donc non, non, il y a pas de date d'expiration de la collection. Mais justement, je comprends très bien et d'ailleurs, Anaïs l'a bien répété, c'est vrai qu'il y a un gros travail qui a déjà été fait. Donc, avec toutes ces collections qui se complètent, c'est assez énorme. Mais est-ce que vous ne vous posez pas la question alors, je vais dire ça comme ça, du vieillissement de la collection, peut-être dans 50 ans, si on est encore là pour travailler là-dessus, est-ce que cette question ne vous taraude pas, justement? Alors, la Villette a pour objectif quand même de renouveler le plus possible le nombre de collections que vous avez dans le musée numérique. On a un objectif de 4 par an minimum, sachant qu'il faut une collection régionale par région, donc ça fait un petit peu de monde d'ici fin 2026. En effet, de toute façon, la question se posera, mais plus tard, j'ai envie de dire. Pour le moment, ça reste des œuvres quand même assez intemporelles qui ont été choisies. Alors moi, je ne faisais pas partie du comité de sélection. Néanmoins, ça reste ce qu'on appelle communément des chefs-d'œuvre régionaux. Donc, enfin, je pense qu'en termes de vieillissement de la collection, il n'y aura pas trop de problèmes. Ça parlera quand même largement. Et pendant beaucoup d'années, je pense. Mais de toute façon, la Villette est plutôt attentive sur les contenus qu'on vous propose et sur ce renouvellement de contenu.
Donc, pour le moment, on n'est pas là-dessus, mais oui, on est assez attentif. Ça me soulève une petite question. Alors, j'entends bien que la date de validité d'une œuvre d'art, on est loin du sujet. Par contre, en tant que structure qui accueillerait, qui investirait en tout cas sur une microfolie, mettons que je sais pas, ça marche pas trop bien sur le territoire où on est installé, que avec le temps le projet change. Est-ce qu'il y a une durée de validité de l'engagement de la structure à animer une microfolie? Et si jamais c'est pas le cas, que devient la microfolie si un jour la structure décide d'arrêter de l'alimenter? Mm. Alors, j'ai pas d'exemple de microfolie confirmée pour le moment en Grand Est, donc on en profite. Mais non, en fait, dès lors que vous payez votre cotisation à la Villette, vous aurez accès au contenu. Si un jour vous décidez de ne plus payer cette cotisation annuelle, vous aurez juste plus accès au contenu et du coup, le matériel va prendre la poussière. Mais sinon, en soi, après, en plus, il y a plein d'adaptations au territoire. Il y aura peut-être un mode de fonctionnement qui sera pas le plus efficient. Et en fait, en changeant deux, trois choses, ça fonctionnerait quand même. Pour le moment, j'ai pas d'exemple de microfolie confirmée. Et tant Mais mieux, mais tant mieux, mais si je comprends oui, bien dans ce que tu dis quand même, si, mettons, on arrête de payer cette cotisation annuelle, on n'a plus accès aux œuvres. Par contre, on garde le matériel et on le, mat- pourrait éventuellement, comme des bricolos de Fab Lab, en faire autre chose. le matériel, c'est vous qui l'avez Ouais, acquis, c'est vous qui c'est, l'avez c'est- acheté. Donc, en soi, c'est dommage de je suis l'acheter d'accord, hein. pour ne pas faire de microfolie. Après, vous n'êtes pas à l'abri que le SGAR et la DRAC viennent taper à votre Oui, porte je en me disant permets, c'est quand même l'utilisation des fonds, des fonds publics qui ont un but premier des microfolies. Donc, ce serait un peu Ouais, bien sûr. compliqué d'entendre un moment, parce qu'effectivement, il y a cette idée de cotisation, mais il y a un suivi par la DRAC et par le SGAR qui sont les premiers financeurs. Donc, si à un moment, il y avait une difficulté sur la mise en œuvre concrète de microfolie, il serait tout simplement nous alerter pour qu'on puisse faire un point et voir effectivement si cette microfolie n'est plus utilisable en l'état pour quelques raisons, qu'on puisse trouver ensemble des solutions pour qu'elle puisse peut-être servir à d'autres, ou etc., etc. Ça répond parfaitement à ma question. Bah, merci. Est-ce que, bah, du coup, pour rentrer un peu dans le concret et pour ceux qui finalement se disent, bah, je ne vais pas mettre en place une microfolie, mais plutôt travailler avec une microfolie qui est près de chez moi, est-ce que Louise, du coup, tu veux bien nous raconter comment ça se passe avec la microfolie de Vendôme? Ouais, donc nous, on est un tiers-lieu, comme je vous disais, donc, qui travaille régulièrement avec la microfolie de Vendôme-les-Nancy. La microfolie de Vendôme-les-Nancy, elle a été achetée par la ville de Vendôme, donc elle appartient à la collectivité, et elle est implantée dans la médiathèque de Vendôme, avec un médiateur qui est embauché à l'année et qui est embauché par le service de la ville numérique et non pas par la médiathèque, pour lui permettre du coup d'être vraiment spécialisé sur cet outil et aussi de pouvoir faire des choses en dehors de la médiathèque auprès des associations, dont nous, la Fabrique des Possibles. Et donc concrètement, ce qu'il fait avec cette microfolie, c'est vraiment très varié. Comme on a pu le voir dans la présentation, il y a tellement d'outils et de manières de se l'approprier qu'on peut faire énormément de choses. Il va faire une fois par mois une conférence sur une thématique avec le public de la médiathèque principalement, mais aussi des alentours qui viennent pour une thématique différente tous les mois autour de l'histoire de l'art. Il y aura aussi toujours une fois par mois une visite libre. Donc cette fois, comme on s'était présenté tout à l'heure, le dispositif avec les œuvres qui tournent et des tablettes. Et les gens peuvent venir, les gens qui sont de passage à la médiathèque, passer 5 minutes, passer l'après-midi entier, jouer avec les jeux qui sont disponibles sur les tablettes avec les œuvres d'art. Profiter aussi, du coup, le médiateur fait aussi une sélection de livres en lien avec la collection qui est présentée. Des fois, il y a des petites activités, des choses comme ça pour les enfants qui vont avec. Et aussi, du coup, de faire des activités. Donc, ça peut être pour à peu près tout public. À Vendeuvre, il aime beaucoup le public enfant, c'est ce qui fait le plus. Mais ça va être du coup des activités où on commence par une présentation, par exemple, d'un courant artistique aux enfants.
Et puis, en utilisant les outils de la microfolie, les collections, et puis ensuite un atelier pratique où on va sortir des feuilles, des crayons, et on va réaliser une œuvre dans le style qu'on vient d'étudier pour voir si les enfants ont compris. Ce qui était dit aussi tout à l'heure, qui est très intéressant, c'est que la microfolie, ça peut être aussi un moyen de faire venir des musées dans des endroits où il n'y en a pas, ou au contraire, de faire aller les gens vers les musées. Et ça marche très bien. À Vendôme, on n'a pas de musée. Par contre, on est collé juste à côté de Nancy, qui ont plusieurs musées. Et on s'est rendu compte que les habitants dans le quartier ne vont pas à Nancy, ne vont pas dans les musées parce que c'est pas pour eux, c'est trop chic. Quand on va sur la grande place Stanislas, on est intimidé quand on vient d'un quartier. Et en fait, simplement de faire un atelier sur une thématique qui est en lien avec une exposition dans un musée de Nancy, eh ben, il y en a qui vont, alors je ne dis pas tous, hein, mais il y a certaines personnes qui, en faisant ces ateliers, se disent « Ah, c'est pas mal, j'ai beaucoup aimé cet artiste, bah, peut-être que ma prochaine étape, ça va être de prendre un ticket de bus et d'aller jusqu'au musée et de faire ma première visite dans le musée. » On a pas mal d'écoles qui viennent, pas mal de choses avec les scolaires, qui le font aussi volontairement pour préparer les enfants à une visite. Par exemple, on fait un voyage scolaire à Paris où on va aller voir certains musées. Et ben, en amont, on fait la médiation à la microfolie. Comme ça, le jour où on est dans le musée, et ben, les enfants pourront dire « Ça, je l'ai vu, j'ai joué avec à la microfolie. » Et ils sont généralement très contents de pouvoir redire ce qu'ils ont appris quand ils étaient encore dans leur ville. Donc voilà, c'est vraiment assez divers. Nous, on a la chance, par exemple, dans notre tiers-lieu, d'avoir un Fab Lab. Et donc, du coup, la Microfolie de Vendôme n'a pas fait l'acquisition du module Fab Lab, mais va vers l'association locale qui a un Fab Lab. Il va vers la ludothèque de la ville pour tout ce qui est au niveau du jeu. Donc, c'est aussi, comme il a été évoqué, les opportunités du territoire, pouvoir travailler avec nous. On a fait des animations estivales il n'y a pas longtemps où le médiateur de la microfolie faisait de la médiation autour de la sculpture. En atelier pratique, les gens pouvaient faire de la petite sculpture avec de la terre et quelque chose comme ça, ils peuvent repartir avec, ils sont contents. Et en plus, en lien avec le Fab Lab, ils pouvaient modéliser en 3D la sculpture qu'ils venaient de faire. Et du coup, il y a quelque chose d'assez cohérent qui reste toujours logique pour les personnes et qui leur permettent à la fois de découvrir les associations locales et en plus de découvrir plein de techniques et plein de choses différentes. Et pour eux, c'est assez chouette, du coup, par la microfolie, de pouvoir profiter de plein d'activités différentes et tout ce qu'on peut imaginer, on peut faire un lien avec la microfolie. Un atelier qui marche très bien aussi, c'est tout ce qui est autour du jeu vidéo. Il y a Assassin's Creed, la licence Assassin's Creed, qui a développé des versions éducatives de ces jeux qui permettent de visiter des villes à des époques antiques. Si je dis pas de bêtises, il y a les Vikings, l'Égypte et il y en a un troisième, je ne sais plus lequel, peut-être la Grèce. Les Grecs, oui. La Grèce, voilà. Et ça aussi, ça marche super bien au niveau des publics et vraiment de tout public. Grâce à la microfolie, on arrive à toucher vraiment tout public, des plus petits sur des ateliers ou des scolaires, que des plus âgés qui viennent avec les petits pour faire l'atelier. Et quand on leur dit, mais c'est dommage, vous n'allez pas rester là derrière à regarder votre enfant jouer, asseyez-vous aussi et jouez. Et ils disent, ah mais en fait, c'est trop chouette, et ils restent. Seul atelier sur lequel on est plutôt sur un public assez âgé, ça va être tout ce qui est conférence. Ça se comprend, un enfant rester assis pendant 1 heure à écouter un sujet, c'est un peu plus compliqué, mais on en voit de temps en temps des parents qui viennent avec leurs enfants en conférence. Donc voilà, encore une fois, je ne suis pas médiatrice microfolie, mais si jamais vous avez des questions sur ce qui est mis en place, j'aurai peut-être des réponses si vous avez des questions. Et je pense que Anaïs et Leïla connaissent aussi pas mal ce qui peut être fait dans les microfolies. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des dernières questions? J'aurais peut-être rajouté quelque chose par rapport à justement ce qu'on peut faire dans la microfolie et par rapport au positionnement de la DRAC. Effectivement, une fois que vous... Alors, c'est déjà le cas en tant que tiers-lieu, mais je le précise aussi, une fois que vous avez une microfolie, en tant que microfolie, vous pouvez évidemment postuler à l'ensemble des appels à projets de la DRAC, ce qui vous permet notamment de financer la présence artistique d'équipes autour de projets que vous pourriez imaginer avec les contenus de microfolie.
Si je peux me permettre 2 minutes, je voulais aussi un peu compléter ce que Louise disait tout à l'heure par rapport à ce qu'on pouvait faire avec la microfolie. Alors, je ne suis pas médiateur non plus de mes confrères à l'agglo. Donc, nous, à l'agglomération d'Épinal, nous avons une microfolie donc portée, payée par l'agglomération. Et nous, à Seine-Vosges, on essaie de travailler chaque année. Je connais pas leur fonctionnement, je connais pas le budget non plus de comment c'est monté en interne. Mais je sais que nous, au niveau de Seine-Vosges, on essaie de travailler chaque année avec eux, notamment sur un projet autour de la magie nouvelle que nous portons, nous, dans notre programmation. Par exemple, l'année dernière, on a travaillé autour de la 3D, avec en lien avec un spectacle de magie. Et l'année prochaine, nous partons sur un gros projet pour la prochaine saison avec une école d'Épinal qui va travailler autour d'illustrations et de BD. Et les jeunes vont pouvoir travailler avec la microfolie, euh, avec le Fab Lab, pour pouvoir réaliser, produire des figurines d'eux-mêmes avec l'imprimante 3D. Voilà, là, pour le coup, on va être sur une grosse exploitation du Fab Lab, mais dans le cadre scolaire. Voilà. C'était juste ce retour d'expérience que je voulais apporter pour compléter. Merci. Merci. Et bah, si personne d'autre n'a des questions, je sais plus ce que je voulais dire. Je voulais rappeler du coup que l'appel à projet, on va le mettre entre guillemets, est ouvert jusqu'au 22 septembre. Donc voilà, vous avez vos devoirs de vacances si jamais vous voulez vraiment en mettre une en place. Je vous remets le contact de Laïla dans le chat maintenant, mais je vous le remettrai aussi dans le mail que je vais faire demain ou lundi avec la rediffusion et le PowerPoint. Donc voilà. Et puis, si vous avez des questions, vous avez perdu le contact de Laïla, vous pouvez venir vers moi. J'espère vraiment, sincèrement, que ça vous a plu. Moi, personnellement, j'adore les microfolies. Donc, je suis trop contente qu'on en parle aujourd'hui. S'il y a quelqu'un qui veut un petit mot de conclusion, je remercie aussi Laïla, Anaïs et Louise d'avoir pris le temps de venir. Et vous, pour votre attention.